Et pensez-vous savoir à quoi ressemble une ferme? Détrompez-vous. Voici les 15 fermes les plus étranges du monde. Numéro 15, les fermes de wasabi du Japon. Dans les vallées des Alpes japonaises, à côté des ruisseaux d'eau de montagne, se trouve l'une des cultures thym les plus inhabituelles et laborieuses jamais cultivées, le véritable wasabi. Pas cette pâte verte que vous avez goûtée dans les restaurants de sushi, qui est presque toujours du réfort avec du colorant alimentaire, mais le véritable wasabi japonica, la délicate racine capricieuse qui exige des conditions environnementales presque parfaites, des années de culture et un niveau de patience rarement vu dans l'agriculture moderne. Le vrai wasabi est l'un des légumes les plus chers au monde, se vendant parfois plus de 300 $ le kilogramme, et il mérite chaque centime de cette valeur. La ferme de wasabi la plus célèbre du Japon est la Dai Wasabi Farm, située dans la préfecture de Nagano. Fondée en 1915, la ferme s'étend sur des acres de lit, de rivières doucement ondulants, ombragés par des auvents en mailles noires. Ce qui rend la culture du wasabi si étrange, c'est que la plante ne pousse pas dans un sol typique ou dans des serres. Elle nécessite un flux constant d'eau froide et oxygénée, idéalement entre 8 et 18 degrés Celsius, et elle prospère dans des lits de ruisseaux tapissés de gravier sous une ombre partielle. Trop de soleil, et elle meurt, une eau trop chaude, et elle pourrit, des nutriments déséquilibrés, et elle ne pousse pas. Les agriculteurs de Daiyo et d'autres fermes de wasabi haut de gamme imitent les écosystèmes naturels des ruisseaux de montagne, créant des canaux et des terrasses artificielles. Le processus est extrêmement lent. Il peut falloir jusqu'à 3 ans pour qu'un seul rhizome de wasabi atteigne une taille récoltable. Et quand il est enfin prêt, il doit être râpé frais avec une râpe en peau de requin appelée orochi et consommé dans les minutes qui suivent. Après environ 15 minutes, la chaleur et la saveur commencent à s'estomper. Après 30, c'est presque parti. Mais le cultiver à grande échelle est incroyablement difficile. C'est pourquoi plus de 95% du wasabi utilisé dans le monde est faux. Même au Japon, la culture du vrai wasabi est un art et une entreprise à haut risque et à haute récompense. Pourtant, la demande reste élevée. Les chefs de sushi haut de gamme à Tokyo et Kyoto paieront le prix fort pour du wasabi authentique, livré racines et tout, pour être râpé sur place. Ce n'est pas juste un condiment, c'est une performance. C'est une déclaration et un signe de respect culinaire. Mais c'est ce qui rend les fermes de wasabi si étranges. Elles ne sont pas industrielles, évolutives ou efficaces. Elles sont à l'opposé, patientes, pures et spirituelles. Elles transforment l'agriculture en rituel et une humble racine en luxe mondial. Numéro 14, les fermes flottantes des Pays-Bas. Dans l'un des ports les plus fréquentés d'Europe, entouré de grues et de cargos, quelque chose d'utterment inattendu, une ferme laitière. La ferme flottante de Rotterdam est la première ferme flottante autosuffisante au monde, et elle n'existe pas dans des pâturages verdoyants ou des collines ondulantes, mais sur un ponton en béton au milieu du port de Rotterdam. Avec environ 40 vaches, des systèmes de traite robotique, une filtration des eaux de pluie, un recyclage des déchets et aucune dépendance à la terre, c'est un prototype audacieux. Lancé en 2019 par une entreprise néerlandaise nommée Belladon, en partenariat avec des architectes et des experts en alimentation durable, la ferme flottante est une structure à plusieurs niveaux, construite sur 3 grandes plateformes flottantes. Le niveau supérieur abrite les vaches, avec un toit translucide qui laisse entrer la lumière naturelle. Le niveau intermédiaire traite le lait, stocke l'équipement et abrite des systèmes automatisés d'alimentation et de nettoyage. Le niveau le plus bas flotte dans le port et contient les utilitaires et les systèmes de flottaison qui maintiennent l'ensemble de la ferme en équilibre. Mais ce qui la rend si étrange, ce n'est pas seulement son emplacement, mais la manière radicale dont elle fonctionne. Les vaches mangent un régime principalement composé de déchets alimentaires urbains, de grains usés provenant de brasseries voisines, d'épluchures de légumes provenant des épiceries et de tontes de pelouse des parcs urbains. L'eau de pluie est collectée et filtrée sur place. Le fumier est traité dans un système semi-automatisé qui sépare les solides pour les engrais et purifie le contenu en eau. Et le lait, une fois collecté par des machines à traire robotiques, est pasteurisé, mis en bouteille et vendu localement, tout cela au sein de cette ferme elle-même. Les implications sont énormes. Les fermes flottantes comme celle-ci pourraient offrir une source alimentaire locale résiliente pour les villes côtières, de plus en plus menacées par l'élévation du niveau de la mer. Elles réduisent
considérablement les émissions de transport, recyclent les déchets urbains et servent de micro-réseaux d'indépendance alimentaire et énergétique. Les Pays-Bas prévoient banco d'élargir ce modèle. Des fermes de poules flottantes, des fermes de légumes flottantes et même des serres flottantes sont déjà en développement. Dans un monde où la terre se fait rare et où le climat devient plus extrême, les vaches flottantes de Rotterdam pourraient être un aperçu de l'avenir agricole. Elles flottent doucement dans le port, traites par des robots, nourries par des restes de la ville et protégées des inondations, non par des digues ou des levées, mais en montant simplement avec l'eau. Numéro 13. Les fermes de crocodiles de Thaïlande. À la périphérie de Bangkok, en Thaïlande, se trouve l'une des industries agricoles les plus inattendues et troublantes du monde. D'énormes fermes de crocodiles élevées des dizaines de milliers de dinosaures vivants, non pas pour l'étude, la conservation ou le tourisme, mais pour la viande, le cuir et parfois même pour des systèmes de sécurité. Ces fermes abritent des centaines de milliers de crocodiles du Siam et de crocodiles marins élevés dans des enclos et des bassins étrangement uniformes, empilés en rangées comme du bétail aquatique. L'élevage de crocodiles en Thaïlande a commencé sérieusement dans les années 1950, mais dans les années 1980, il a explosé en une industrie à part entière. Aujourd'hui, la Thaïlande compte plus de 1000 fermes de crocodiles enregistrées, et l'une d'elles, la Samut Prakan Crocodile Farm and Zoo, prétend avoir plus de 100 000 crocodiles, ce qui en fait la plus grande ferme de crocodiles au monde. Le principal produit de ces fermes est le cuir haut de gamme, utilisé pour fabriquer des sacs à main de luxe, des ceintures, des chaussures et des portefeuilles. Le cuir de crocodile thaïlandais est en demande dans le monde entier pour sa durabilité et son uniformité de motifs. Les maisons de mode de luxe se fournissent en peau provenant de fermes réglementées où les animaux sont abattus juste à la bonne taille pour garantir des écailles propres sur le ventre, la partie la plus précieuse de la peau. Mais ce n'est pas tout. La viande de crocodile est de plus en plus vendue au restaurant comme une délicatesse exotique, et dans certains cas, les fermes commercialisent des produits comme l'huile de crocodile, censée avoir des propriétés curatives, et même des capsules de sang de crocodile vendues comme supplément de santé. Bien que ces allégations soient largement non fondées, la valeur commerciale de chaque partie de l'animal rend l'élevage extrêmement lucratif. Mais il y a aussi un rebondissement intéressant. Les crocodiles sont utilisés comme animaux de sécurité dans certaines régions. Les agriculteurs ont été connus pour installer des fossés remplis de crocodiles vivants pour dissuader les intrus, les cambrioleurs et même les éléphants sauvages d'entrer sur des propriétés privées. Dans la Thaïlande rurale, un enclos à crocodiles peut servir à la fois de source de revenus et de système d'alarme vivant. Les critiques soutiennent que l'ensemble de l'industrie pose des problèmes éthiques, des violations du bien-être animal, de la consanguinité et de la lessive illégale de crocodiles capturés dans la nature, et les défenseurs de l'environnement s'inquiètent particulièrement de la vente d'espèces menacées comme le crocodile du Siam. Les autorités thaïlandaises affirment que les fermes réduisent la pression sur les populations sauvages en offrant une source alternative, mais les opérations non réglementées soulèvent encore des drapeaux rouges. Dans un monde d'hydroponie et d'agriculture assistée par drone, rien ne vous prépare vraiment à la vue de 50 000 crocodiles se prélassant dans une immobilité synchronisée, attendant d'être nourris, d'être récoltés, ou peut-être juste le prochain mouvement qui oserait franchir le bord de leur enclos. Numéro 12, les fermes d'escargots de France. Dans la campagne de Bourgogne, de Provence et de la vallée de la Loire se trouvent des fermes qui ressemblent à des vignobles ou à des champs de lavande à première vue. Mais en y regardant de plus près, on découvre des milliers, parfois des millions, d'escargots rampant lentement sur des lits d'herbes soigneusement entretenus, ombragés sous des filets, logés dans des enclos ou des caisses en bois. Bienvenue dans le monde de l'héliciculture, l'élevage d'escargots pour la consommation humaine. En France, ce n'est pas juste une curiosité de niche, c'est une tradition vieille de plusieurs siècles. L'élevage d'escargots est un véritable secteur agricole, avec des directives nationales, des recherches scientifiques et une demande commerciale. Il est surtout associé à l'escargot, la délicatesse française dans laquelle les escargots sont préparés avec de l'ail, du beurre et des herbes. Bien que le plat soit souvent servi dans des restaurants haut de gamme. Ses origines sont rurales et profondément agricoles. Le processus d'élevage commence au printemps, lorsque les escargots adultes sont accouplés dans des conditions contrôlées de température et d'humidité. Les escargots sont hermaphrodites.
Chacun peut pondre de 80 à 100 œufs à la fois, qui sont ensuite incubés dans le sol. Lorsque les bébés escargots éclosent, ils sont transférés dans un parc en plein air, une grande zone extérieure avec de l'herbe, des filets pour l'ombre et une brumisation fréquente pour garder l'environnement humide et frais. L'alimentation est à la fois naturelle et complémentaire. Alors qu'ils broutent des vers et des mauvaises herbes, les agriculteurs fournissent souvent une alimentation spécialisée pour escargots riches en calcium, essentiel au développement de leurs coquilles. Les animaux mettent du temps à mûrir, nécessitant jusqu'à 12 mois pour atteindre la taille de récolte. Pendant ce temps, ils sont protégés des prédateurs, soigneusement surveillés pour les maladies et parfois pesés. L'élevage d'escargots est un processus délicat. Si l'environnement est trop sec, les escargots deviennent inactifs. S'il est trop humide, ils peuvent se noyer. La lumière du soleil peut les surchauffer, les pesticides provenant des fermes voisines peuvent en décimer une population, et même les rassembler est une tâche lente et manuelle. C'est l'une des rares industries alimentaires restantes où la récolte manuelle est le seul moyen viable. Et lorsque vient le temps de la récolte, généralement à l'automne, les escargots sont collectés et placés dans une période de purge où ils sont gardés dans un conteneur sec et propre pour vider leur système digestif. Après cela, ils sont préparés pour le traitement, certains étant en conserve ou sous vide, d'autres congelés, précuits avec du beurre et des herbes, et quelques lots d'élite sont vendus vivants à des restaurants de premier plan. Les fermes d'escargots sont des endroits calmes et lents. L'étrangeté vient non seulement des animaux eux-mêmes, mais aussi de la précision et de la patience nécessaires pour faire fonctionner le tout. La viande d'escargot est riche en protéines, faible en matières grasses et riche en fer et en magnésium. Bien que les cargaisons puissent être considérées comme un luxe, au niveau du sol, c'est le résultat de milliers d'heures de travail manuel et, étrangement, d'un élevage agricole serein. C'est une symphonie de lenteur, une ferme qui évolue au rythme de la nature elle-même. Numéro 11, l'élevage d'iceberg à Terre-Neuve. Haut dans l'Atlantique Nord, sur la côte de Terre-Neuve et du Labrador au Canada, un type d'agriculture très différent a lieu, non pas dans le sol ou dans des serres, mais sur l'océan avec des pioches, des grues et des navires de charge. C'est l'activité de la récolte des icebergs, où d'énormes morceaux anciens de glace douce sont collectés, fondus, mis en bouteille et vendus comme l'une des eaux potables les plus pures de la planète. Oui, c'est exact. À Terre-Neuve, la glace est une culture. Elle n'est pas fabriquée, mais extraite de la mer. Chaque printemps et été, un phénomène connu sous le nom de Iceberg Alley amène des milliers d'icebergs dérivant vers le sud depuis le Groenland. Ces masses de glace préhistoriques, certaines ayant plus de 10 000 ans, flottent en vue au large des côtes, laissant tomber de plus petits fragments dans des zones navigables. Les récolteurs d'icebergs, utilisant des remorqueurs, des filets, des treuils et parfois des explosifs, capturent soigneusement ces morceaux et les transportent vers des installations de traitement le long de la côte. La glace elle-même est remarquablement pure. Elle s'est formée pendant la dernière ère glaciaire. Le glacier a été compacté sous une pression immense et n'a pratiquement aucun contenu minéral ou polluant. Lorsqu'elle est fondue, elle produit une eau si légère et insipide que les connaisseurs la décrivent comme une eau d'air. Elle est si exempte de solide qu'elle doit être soigneusement reminéralisée avant la mise en bouteille pour répondre aux normes de base de l'eau potable. Le processus de récolte est à moitié science, à moitié aventure. Les équipes doivent naviguer dans des zones dangereuses avec de petits navires et identifier les icebergs grâce à des images satellites et des repérages par drone. Certains icebergs sont beaucoup trop grands pour être déplacés, alors les travailleurs utilisent des tronçonneuses et des canons à eau pour détacher des morceaux gérables. Dans certains cas, ils détournent de petites charges pour fracturer des sections plus grandes. C'est une opération qui nécessite un bon timing et des mers calmes. Mais au-delà de l'eau, certaines entreprises vendent la glace elle-même pour des cocktails dans des bars haut de gamme, ou comme exportation de nouveautés vers des endroits comme Dubaï, où une boisson refroidie par de la glace glaciaire vieille de 1000 ans devient un argument de vente. Bien que l'idée de qualifier cela d'agriculture puisse sembler exagérée, l'économie du modèle est étonnamment proche de l'agriculture traditionnelle. Identifier une ressource renouvelable, l'extraire de manière contrôlée, la raffiner, l'emballer et la vendre. Il se trouve simplement que le champ est l'océan Atlantique glacé, et la culture est aussi éphémère qu'un brouillard d'été. C'est froid, risqué, beau, et l'une des récoltes les plus étranges de la planète. Numéro 10. La ferme de beauté des chameaux en Arabie Saoudite.
Là où le sable s'étend à l'horizon et où les températures dépassent 110 degrés Fahrenheit, il existe une ferme unique en son genre sur Terre. Une ferme dont l'objectif principal n'est pas le lait, la viande ou la fibre, mais la beauté. Bienvenue dans le monde des fermes de beauté des chameaux. Des installations dédiées à l'élevage, au toilettage et à la perfection des chameaux, dont la valeur est mesurée non par leur productivité, mais par leur apparence. Les concours de beauté des chameaux en Arabie Saoudite sont pris très au sérieux. Le plus grand d'entre eux, le festival du chameau King Abdulaziz, offre plus de 60 millions de dollars en prix, en faisant l'une des compétitions animales les plus lucratives au monde. Maintenant, les fermes elles-mêmes ressemblent à des complexes de luxe, plus qu'à des sites agricoles traditionnels. De hauts murs protègent les chameaux du sable emporté par le vent. Le personnel vit sur place dans des quartiers climatisés, s'occupant des animaux 24 heures sur 24. Ils sont baignés, brossés, massés et soumis à des régimes alimentaires précis, conçus pour maximiser leur posture, la brillance de leur pelage et la symétrie musculaire. Lorsqu'ils ne font pas d'exercice, beaucoup sont gardés sous des pare-soleils spécialement conçus ou des systèmes de brumisation pour éviter que leur pelage ne devienne trop sec ou cassant. Et je vous entends tous demander « Qu'est-ce qui rend un chameau beau ?» Eh bien, dans ces compétitions, les juges évaluent sur des caractéristiques telles que la forme de la tête, la longueur du cou, la taille et la courbure des lèvres, la posture de la bosse et même l'affaissement des oreilles. Une attention particulière est accordée à la symétrie, aux proportions et à la façon dont un chameau se tient en marchant. De longs cils et des yeux expressifs sont également des traits appréciés. Il existe différentes catégories pour différentes races, y compris un majestueux Mahajim noir et le Wada, plus léger et élégant. Dans les fermes les plus élitistes, les animaux reçoivent des soins qui rivalisent avec ceux des spas humains. Leur pelage est frotté avec des huiles pour augmenter leur éclat et certains chameaux subissent même des procédures cosmétiques comme des injections de botox pour améliorer la taille de leurs lèvres ou de leur nez. Ces fermes sont des centres de tradition et de fierté. Dans de nombreux cas, les chameaux sont transmis à travers des générations de familles bédouines. Les propriétaires de fermes ne se considèrent pas seulement comme des hommes d'affaires, mais comme des gardiens culturels. Ils affichent souvent des bannières, des trophées et des images de chameaux gagnant aussi fièrement que les écuries de chevaux de course affichent leurs victoires au derby. Donc, dans un monde où les fermes sont généralement motivées par l'efficacité, la production et l'économie, les fermes de beauté des chameaux d'Arabie Saoudite sont un contrepoint surréaliste. Ce sont des vitrines d'extravagance, de biologie et de vénération culturelle. Ce sont des fermes, non pas pour la subsistance, mais pour le spectacle. Dans la chaleur du désert, parmi des murs de couleur sable et des enclos soignés, ces chameaux se pavanent non pas pour survivre, mais pour éblouir. Numéro 9. Les mines de champignons de Pennsylvanie. Dans les collines de Kennett Square, en Pennsylvanie, une ville qui se vante d'être la capitale mondiale des champignons, se trouve une exploitation agricole si bizarre que vous devez la voir pour y croire. Sous la surface, dans l'obscurité fraîche des anciennes mines de calcaire abandonnées, des champignons sont cultivés par dizaines de millions, récoltés sous des lumières artificielles dans d'immenses salles souterraines qui résonnaient autrefois du bruit de la dynamite et des perceuses à roches. C'est une agriculture souterraine à grande échelle, l'élevage commercial de champignons entièrement sous terre. Ces fermes de champignons, principalement gérées par des familles multigénérationnelles et des entreprises agricoles régionales, tirent parti d'un environnement naturellement parfait. Ces mines de calcaire, creusées au XIXe et au début du XXe siècle pour des matériaux de construction, offrent des températures tout au long de l'année comprises entre 11 et 14 degrés Celsius, une humidité élevée et aucune lumière du soleil, exactement ce dont les champignons ont besoin. Ici, les agriculteurs cultivent en sorte des champignons de Paris, des crémini et des portobello. Les mères cultivent dans des variétés spéciales comme les shiitake et les pleurotes, et le processus est méticuleux. Le compost, fait de fumier de cheval et de paille, est inoculé avec des spores de champignons emballés dans des plateaux ou des lits et laissés à incuber. Des humidificateurs et des échangeurs d'air maintiennent des conditions précises et des systèmes de brumisation automatisés simulent la pluie. Mais malgré la science, l'environnement est un peu d'un autre monde. Les travailleurs doivent marcher parmi ces catacombes faiblement éclairées, récoltant des champignons avec des couteaux et les plaçant dans des bacs. L'air sent la terre et l'humidité. C'est silencieux, à part le bruit de l'eau qui goutte et le grondement occasionnel d'un chariot utilitaire.
Certaines fermes descendent à 15 mètres, avec plusieurs puits d'ascenseurs, des mails de tunnels et des sections entières inaccessibles sans carte. Ces fermes de champignons souterraines produisent plus de 400 millions de livres de champignons par an, représentant plus de la moitié de tous les champignons consommés aux États-Unis. Cette industrie soutient des milliers de personnes dans une communauté agricole soudée. C'est de l'agriculture, mais cela ressemble davantage à un laboratoire souterrain croisé avec un bunker post-apocalyptique. Les visiteurs qui ont la chance d'entrer, beaucoup étant fermés au public, décrivent souvent l'expérience comme celle d'entrer dans une ville cachée de nourriture. Des camions entrent et sortent, des tapis roulants bourdonnent, des champignons fleurissent par milliers dans l'obscurité. C'est surréaliste, silencieux et étrangement beau. Numéro 8. Les fermes de serpents du Vietnam. Dans la campagne humide du delta de Mai Cang au Vietnam se trouve l'un des types de fermes les plus surréalistes sur Terre. Les fermes de serpents, des lieux où des serpents venimeux et non venimeux sont élevés, nourris, traités pour leur venin et, dans certains cas, même servis comme nourriture ou utilisés dans la médecine traditionnelle. Ces fermes ne sont pas des attractions touristiques ou des laboratoires scientifiques. Ce sont des opérations agricoles fonctionnelles et elles représentent l'une des intersections les plus étranges de la biotechnologie, de la tradition culinaire et du mysticisme culturel. La plus connue d'entre elles est la ferme de serpents de Dong Tam. Elle est gérée par l'armée vietnamienne. Cette ferme est à la fois un centre de production de venin fonctionnel et un site éducatif. Elle a été fondée à l'origine pendant la guerre du Vietnam pour soutenir les besoins militaires en antivénine. Dong Tam élève maintenant plus de 50 espèces de serpents, y compris des cobras, des krattes, des vipères et des pythons. Certains sont traités pour leur venin afin de produire un antivenin salvateur, d'autres sont étudiés, récoltés pour leur viande ou vendus pour la médecine traditionnelle et les infusions alcoolisées. Se promener dans l'une de ces fermes est intense. Vous verrez des cobras se redressant dans des enclos, leurs capuchons déployés, des techniciens en équipement de protection traitant manuellement le venin des serpents en pressant leurs crocs à travers une membrane tendue sur un récipient en verre. Vous verrez de longues fosses peu profondes grouillant de centaines de serpents, certains enroulés calmement, d'autres se glissant les uns sur les autres en nœuds emmêlés. Et il y a des chambres séparées pour la reproduction, l'incubation des œufs, l'extraction du venin et l'alimentation. La viande de serpent, longtemps considérée comme une délicatesse, est également un sous-produit des fermes. Les restaurants achètent souvent des pythons et des cobras pour les abattre et les consommer à la demande. Certaines fermes ont des restaurants sur place qui servent du vin de serpent, de la soupe de serpent et du serpent grillé. Mais plus controversé, certaines fermes produisent du vin de riz infusé de serpent, où le serpent entier, souvent des cobras, est enroulé à l'intérieur de bouteilles en verre remplies d'éthanol. Cette boisson est largement vendue sur les marchés locaux et est souvent offerte comme symbole de force et de vitalité. Mais malgré leur objectif scientifique, ces fermes ne sont pas sans controverse. Les groupes de conservation ont exprimé des préoccupations concernant la récolte illégale de serpents sauvages, des conditions insalubres et le commerce noir. En réponse, le gouvernement vietnamien a tenté de réglementer plus strictement les fermes de serpents, bien que l'application puisse être incohérente. Dans un monde où la plupart des fermes sont alimentées par la photosynthèse, les fermes de serpents se démarquent, prospérant non pas sur la chlorophylle ou l'herbe, mais sur le venin, la viande et des croyances séculaires sur le pouvoir curatif des écailles et des crocs. Numéro 7. Les fermes d'autruches d'Afrique du Sud. Dans la région de Little Karoo, en Afrique du Sud, se trouvent certains des sites agricoles les plus surréalistes au monde, des fermes d'autruches, élevées pour les plus grands oiseaux de la planète, non seulement pour leur viande, mais aussi pour leur cuir, leurs plumes et le tourisme. À première vue, l'élevage d'autruches peut sembler être une curiosité de niche, mais en réalité, c'est une industrie de plusieurs millions de dollars avec une histoire qui remonte au XIXe siècle, et elle reste l'une des opérations d'élevage d'animaux les plus étranges. À son apogée au début des années 1900, les plumes d'autruche étaient si précieuses qu'on les appelait « or blanc ». Portées comme des plumets extravagants dans la haute société européenne, elles se vendaient à des prix plus élevés que ceux des diamants au poids. Auckland est devenue la capitale mondiale des plumes d'autruche, et son économie prospérait sur le dos de ces élégants oiseaux battant des ailes. Aujourd'hui, bien que la folie des plumes se soit un peu calmée, l'industrie de l'autruche survit grâce à la vente de viande, de cuir de luxe, d'œufs et de tourisme basé sur l'expérience. Visiter l'une de ces fermes d'autruche est différent de toute autre visite de ferme.
Vous verrez des milliers d'oiseaux massifs dominant les clôtures, chacun capable d'atteindre des vitesses d'environ 70 km à l'heure. Les travailleurs doivent les rassembler habilement à pied, malgré le fait qu'un seul coup de pied puisse être mortel. De plus, vous verrez des artisans du cuir professionnel transformer les peaux d'autruche en sacs à main. Udain de Franto, mon section haut de gamme, ceintures, bottes et selleries y pour des marques de luxe. Une autruche produit plus d'1 m² de cuir de haute qualité, léger, durable et couvert d'un motif de plume, unique qui le rend instantanément reconnaissable. Mais peut-être l'aspect le plus excentrique de ces fermes est le volet touristique. Les plus grandes fermes, comme la Kengo Ostrich Farm, offrent des expériences pratiques où les visiteurs peuvent nourrir, monter et même courir avec les autruches. Bien que la monte d'autruche soit désormais largement découragée pour des raisons de bien-être animal, c'était autrefois une attraction populaire. Aujourd'hui, les visites de fermes se concentrent davantage sur l'éducation, la conservation et l'ascendance préhistorique de l'oiseau. Les fermes d'autruches vendent également des œufs décorés. Ceux-ci sont peints ou sculptés avec un détail étonnant. Une coquille vide peut contenir plus d'1,5 litre de liquide, et des artisans les transforment en lampes, boîtes à bijoux ou même souvenirs. Il n'était pas rare que les fermes dévorent des magasins d'artisanat sur place remplis de produits dérivés entièrement des oiseaux. Art de la coquille d'œuf, éventail en plumes, portefeuilles en cuir et collations de viande séchée. L'Afrique du Sud reste le plus grand producteur mondial de produits d'autruche, bien que des pays comme le Namibie, le Botswana et les États-Unis ayant des industries en croissance. C'est une forme d'agriculture inhabituelle, combinant transformation industrielle, soins des animaux exotiques et tourisme, le tout au même endroit. Dans un monde rempli de tracteurs et de poulaillers, peu de spectacles sont aussi étranges ou mémorables que le tonnerre de centaines d'oiseaux de 6 pieds de haut se précipitant à travers la savane sèche, plumes volant, jambes se déplaçant et yeux clignotants, derrière de longs cils, tout en répondant à un appétit mondial pour tout ce qui concerne les autruches. Numéro 6. Les fermes d'alpagas du Pérou. Dans les Andes enneigées du Pérou, à plus de 4000 mètres d'altitude, où l'air est rare et la terre impitoyable, se trouve une ferme unique en son genre. La ferme traditionnelle d'alpagas. Ce ne sont pas des parcelles de terre bien rangées avec des clôtures et des granges. Ce sont d'immenses étendues balayées par le vent, habitées par des troupeaux d'alpagas. Ils ont soutenu la civilisation andine pendant plus de 6000 ans. L'élevage d'alpagas au Pérou n'est pas seulement ancien, il est essentiel à leur culture, leur économie et leur survie. Plus de 80% de la population mondiale d'alpagas se trouve au Pérou. Ces animaux ne sont pas élevés pour leur viande, bien qu'elle soit consommée, mais principalement pour leur laine luxueusement douce, souvent appelée or andin. La plupart des fermes d'alpagas au Pérou sont des coopératives communautaires, les familles partageant des terres de pâturage et participant à de grands événements de tonte qui ont lieu une fois par an. La tonte est effectuée à la main avec une attention particulière pour éviter de couper l'animal ou d'endommager la laine. Un seul alpaga produit environ 1 à 2,5 kg de fibres brutes par an et la meilleure qualité provient des jeunes alpagas appelés cria. La fibre est triée par grade et couleur et contrairement à la laine de mouton, la laine d'alpaga est naturellement hypoallergénique et elle existe en 22 couleurs reconnues, allant du blanc neigeux au brun profond et même au noir gai. Le grade le plus fin, connu sous le nom d'alpaga royal, est plus doux que le cachemire et plus léger que la laine mérinos, commandant des prix premium sur les marchés de la mode. Mais l'élevage d'alpaga est plus qu'une simple production de fibres. C'est un mode de vie ici. Dans les communautés de montagne, les familles vivent dans des huttes en pierre avec des toits de chaume, s'occupent de leur score de leur troupeau quotidien et s'appuient sur un savoir-faire ancestral pour maintenir la qualité de la reproduction. Elles utilisent des herbes traditionnelles pour traiter les maladies courantes et célèbrent la saison des naissances avec des rituels et des offrandes. Les pressions du marché mondial ont également rendu difficile pour les communautés rurales d'obtenir des prix équitables pour leur laine, ce qui a amené le gouvernement et des interventions à but non lucratif à promouvoir des approvisionnements éthiques et des ventes directes aux consommateurs. Pourtant, malgré tous les obstacles, l'élevage d'alpagas perdure. Le paysage visuel est époustouflant. Des étendues infinies de nature sauvage de montagne parsemées d'armées de troupeaux en pâture et de bergers cloisonnés. C'est l'un des rares endroits au monde où l'agriculture ressemble davantage à un partenariat sacré avec la nature qu'à une industrie.
Ici, chaque brin de laine relie le passé au présent, et chaque troupeau reflète la résilience d'une culture qui a perduré pendant des millénaires. Numéro 5. Les fermes de poissons verticales de Singapour. Dans une nation presque dépourvue de terres agricoles, sans lac d'eau douce et avec la troisième plus forte densité de population au monde, l'idée d'une agriculture locale peut sembler impossible. Pourtant, Singapour, une cité-État de tours de verre et de start-up technologiques, a été pionnière de l'une des formes d'agriculture les plus étranges et futuristes sur Terre, les fermes de poissons verticales. Ce sont des structures aquatiques à plusieurs étages, où la tilapia, le poisson-chat et le bar de mer ne sont pas élevés dans des étangs ou des enclos marins, mais dans des réservoirs d'eau empilés à l'intérieur de bâtiments industriels. La plus célèbre d'entre elles est la ferme verticale high-tech du groupe Apollo Aquaculture. De l'extérieur, cela ressemble à un entrepôt moderne. Mais en entrant, vous trouverez plusieurs étages de réservoirs à poissons, illuminés par des lumières artificielles, gérés par des logiciels d'automatisation et surveillés par des systèmes de qualité de l'eau alimentés par l'IA. Ce n'est pas un gadget, c'est une solution à un problème très réel, la sécurité alimentaire dans une nation où la terre est rare. Singapour importe plus de 90% de sa nourriture, ce qui la rend vulnérable aux perturbations mondiales. Pour contrer cela, le gouvernement a lancé son initiative 30 par 30 visant à produire 30% des besoins nutritionnels de la nation localement d'ici 2030. L'élevage de poissons vertical est une partie essentielle de ce plan. Les réservoirs eux-mêmes sont disposés en racks en gradins, chaque niveau contenant des milliers de gallons d'eau. Un système de grue soulève et abaisse les systèmes d'alimentation, les caméras et les pompes à eau pour réduire les besoins en main-d'œuvre et maximiser leur efficacité. Mais peut-être la partie la plus étrange, cette ferme fonctionne presque entièrement à l'intérieur, utilisant des systèmes LED et un contrôle climatique pour simuler des conditions idéales tout au long de l'année. Cela élimine les perturbations saisonnières et permet un contrôle précis de chaque variable environnementale. Ces fermes de poissons verticales produisent plus de 500 tonnes de fruits de mer par an, une petite mais rapidement croissante portion de la demande totale. Mais plus important encore, elles servent de modèle pour d'autres villes, des endroits comme Hong Kong, Tokyo et même New York, où l'espace est limité mais la technologie est abondante. Il y a cependant des défis. Les coûts de démarrage sont très élevés, la technologie doit être constamment mise à jour, et trouver des techniciens formés à la fois en aquaculture et en ingénierie logicielle n'est pas une mince affaire. Pourtant, les investisseurs voient un potentiel, et Singapour investit des millions dans des incubateurs agritech et des centres de recherche sur l'agriculture urbaine. Imaginez-vous debout dans un entrepôt climatisé. Vous êtes entouré de machines bourdonnantes et de réservoirs empilés de poissons, regardant des données de croissance en temps réel défiler sur un tableau de bord numérique, réalisant que vous assistez à la naissance d'une toute nouvelle forme d'agriculture. Numéro 4. Les fermes de légumes arctiques de Svalbard. À seulement 1300 km du pôle Nord, se trouve l'archipel norvégien isolé de Svalbard. C'est une frontière gelée connue pour ses ours polaires, ses glaciers et le célèbre coffre-fort mondial de graines de Svalbard. Mais cachée sous la neige de cette terre glacée se trouve l'une des fermes les plus étranges au monde, une ferme de légumes cultivant des produits tout frais non pas sous le soleil, mais profondément sous le pergélisol, dans des conteneurs d'expédition réutilisés alimentés par la lumière artificielle. Voici Polar Permaculture Solutions, la ferme la plus au nord de la planète, située à Longyearbyen. Entourée d'un environnement où rien ne pousse naturellement, pas même des arbres, cette ferme parvient à produire des herbes, de la laitue, du chou frisé et des micro-pousses tout au long de l'année, dans un endroit où l'hiver apporte 4 mois d'obscurité totale et où la température annuelle moyenne est de -5 degrés Celsius ou 23 degrés Fahrenheit. L'idée de cultiver dans l'Arctique semble un peu absurde à première vue. Le sol de Svalbard est gelé en permanence et des tempêtes de neige balayent le paysage chaque printemps, et pendant les mois d'hiver, le soleil ne se lève pas au-dessus de l'horizon pendant des semaines. Historiquement, chaque morceau de nourriture fraîche consommé ici devait être expédié ou transporté par avion, parfois à un coût et un risque élevé. Une seule tête de laitue pouvait se vendre entre 8 et 10 dollars. Mais en 2015, un homme nommé Benjamin Widmar, un chef et entrepreneur américain, a décidé de défier cette réalité. Armé d'une vision de production alimentaire locale durable dans le climat le plus rude du monde, il a lancé la Polar Permaculture Solution. Tout a commencé avec une petite unité de serre intérieure,
mais a rapidement évolué en une série de conteneurs d'expédition personnalisés, chacun modifié en un environnement agricole entièrement clos et contrôlé climatiquement. À l'intérieur de chaque conteneur, les conditions sont presque parfaites en laboratoire. Les étagères sont empilées verticalement, maximisant l'espace limité, et des lumières de croissance LED fournissent le spectre lumineux complet dont les plantes ont besoin pour la photosynthèse. L'air est filtré et l'humidité contrôlée, les niveaux de CO2 sont gérés pour optimiser encore plus la croissance et la température est maintenue constante autour de 21 degrés Celsius ou 70 degrés Fahrenheit. C'est un contraste incroyable avec le monde sub-zéro à l'extérieur. L'impact sur la communauté locale a été profond. Pour la première fois dans l'histoire, les habitants de Longyearbyen peuvent manger des produits véritablement locaux, des aliments non cultivés à des milliers de kilomètres, mais à distance de marche. Les restaurants ici servent maintenant des plats garnis de basilic cultivés sur place, les touristes mangent en des salades faites de laitue arctique, et les écoliers visitent les fermes de conteneurs apprenant que la nourriture n'a pas besoin de venir de loin, même lorsque vous vivez au bord de la planète. Il y a aussi un argument environnemental fort à faire valoir. Chaque kilogramme de nourriture produit précédemment transporté par avion ajoutait à l'empreinte carbone déjà élevée de la ville, et Svalbard dépend fortement des combustibles fossiles importés. Cultiver des aliments localement réduit les emballages, le transport, les émissions et les déchets, et en utilisant l'éclairage LED et l'hydroponie, la permaculture polaire consomme 90% moins d'eau que l'agriculture conventionnelle. De plus, le pouvoir symbolique du projet résonne bien au-delà de sa production. Pour un public YouTube, ce contraste visuel est incroyable. À l'extérieur, la neige tourbillonne à travers la toundra. Des renards arctiques errent à travers des routes minières abandonnées. Le ciel brille de violet à midi pendant la nuit polaire. Mais à l'intérieur, des étagères brillantes de laitue verte profonde scintillent sous les lumières LED. L'eau s'écoule doucement à travers des tubes nutritifs et de la vapeur s'élève des réservoirs de compostage. Au lieu le plus improbable imaginable, entouré de glace ancienne et de silence, des légumes poussent que tranquillement dans une boîte métallique lumineuse. D'une certaine manière, cela pourrait être le symbole le plus puissant de notre avenir à ce jour. Numéro 3. Les ranchs de thon rouge de la Méditerranée. Au large des côtes de l'Espagne, de l'Italie, de la Croatie et de Malte, une étrange sorte de ferme flotte silencieusement sous la surface. Il n'y a pas de clôture, pas d'étable, pas de tracteur, juste d'énormes filets circulaires ancrés au large, dérivant avec la marée et remplis de l'une des créatures les plus puissantes et convoitées de l'océan, le thon rouge atlantique. Ce sont des ranchs de thon, certains aussi grands que des terrains de football, et ils sont parmi les fermes les plus étranges et les plus controversées qui existent. Non. Les thons rouges sont les Ferrari de la mer, élancés, musclés, conçus pour la vitesse. Ils peuvent atteindre plus de 3 mètres de long et peser jusqu'à 680 kg. Ils sont capables de nager à 56 km/h et migrent à travers des océans entiers. Pendant des siècles, ils ont été pêchés saisonnièrement, considérés comme une délicatesse rare. Mais ces dernières décennies, une faim mondiale, en particulier sur les marchés japonais du sushi, a fait grimper la demande et le prix à un niveau stupéfiant. Un seul thon rouge adulte peut se vendre pour plus d'1 million de dollars au célèbre marché aux poissons de Toyosu à Tokyo. Avec une telle valeur stupéfiante, l'incitation à contrôler et à élever ces poissons sauvages est devenue irrésistible. Mais contrairement au saumon ou à la tilapia, les thons rouges ne se reproduisent pas bien en captivité. Ils ont besoin d'espace en pleine mer pour nager en permanence, sinon ils meurent. Ils sont notoirement agressifs, sensibles au stress et extrêmement difficiles à élever à partir d'œufs. Au lieu d'une aquaculture véritable, l'industrie méditerranéenne a développé un modèle hybride. Capturer les juvéniles dans la nature, les transporter vivants dans des enclos offshore et les élever, les engraissant avec un régime soigneusement géré jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille de marché optimale. Le processus commence avec la migration annuelle des thons rouges à travers le détroit de Gibraltar vers la Méditerranée au printemps. Une fois capturés, les poissons ne sont pas tués. Au lieu de cela, ils sont rassemblés dans des cages de remorquage. Ce sont d'énormes anneaux enfilés, parfois de plus de 50 mètres de large et 20 mètres de profondeur. Ces cages sont lentement remorquées, souvent sur des centaines de kilomètres, vers des sites de ranching côtiers. Maintenant, de la surface, un ranch de thon semble trompeusement paisible, juste des bouées flottantes en cercle. Mais en dessous se trouve un balai à haut risque et haute technologie, gérant le bétail le plus précieux du monde, des fruits de mer.
Contrairement aux fermes de poissons industrielles, il n'y a pas d'alimentation artificielle, pas d'antibiotiques, pas de filtration. Tout se passe en pleine eau, en pleine vue de l'écosystème méditerranéen. Et c'est là que commence la controverse. Les environnementalistes critiquent l'élevage de thon depuis des années, soutenant que cela aggrave la surpêche plutôt que de la résoudre. Parce que les thons sont capturés dans la nature, cette pratique ne soulage pas la pression sur l'espèce. Elle retarde simplement la capture jusqu'à ce qu'elle soit plus rentable. Mais les défenseurs soutiennent que l'élevage de thon a évolué. Avec une nouvelle surveillance, une traçabilité améliorée et une collaboration entre gouvernements et scientifiques, les ranchs sont désormais réglementés plus strictement que jamais. L'échelle économique de l'élevage de thon est immense. Une seule saison d'élevage peut rapporter des dizaines de millions de dollars. Des pays comme Malte, l'Espagne et la Turquie ont construit des économies côtières entières autour de ce commerce. Mais encore plus intrigant, visuellement, les ranchs de thon sont hypnotisants. Les images de drones révèlent d'énormes ombres circulaires se déplaçant en formation lente sous la surface de la mer. Des plongeurs nageant parmi eux ressemblent à des fourmis dans un colisée de moules et de nageoires. Dans un monde de perturbations climatiques, d'effondrements marins et d'une demande alimentaire croissante, l'élevage de thon se situe à la croisée de l'innovation et de l'exploitation. Que les ranchs de thon représentent l'avenir de l'alimentation durable ou un palliatif technologique pour une pêche en déclin est encore débattu. Mais une chose est claire, ils sont différents de toutes les fermes sur Terre. Numéro 2. Les méga-fermes d'insectes comestibles d'Asie du Sud-Est. Imaginez entrer dans un immense entrepôt industriel de la taille d'un stade de football. Mais au lieu de tapis roulants pour les pièces de voiture ou l'électronique, tout l'espace est dédié à l'élevage de criquets, de coléoptères et de vers de farine. L'air bourdonne de doux chants, non pas d'oiseaux, mais de millions d'insectes logés dans des plateaux contrôlés climatiquement empilés du sol au plafond. Des rangées de larves se tortillent sous des lampes chauffantes, se gavant de déchets végétaux. Des techniciens en blouse de laboratoire testent l'humidité, alimentent les plateaux et surveillent les niveaux de CO2 avec des capteurs numériques. Bienvenue dans les fermes les plus étranges du monde, une méga-farme d'insectes. Et ce n'est pas de la science-fiction. Cela se passe en ce moment même à travers la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge, et de plus en plus en Europe et en Amérique du Nord. Ces fermes ne sont pas juste une nouveauté. Elles représentent l'une des frontières agricoles à la croissance la plus rapide du XXIe siècle. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 2 milliards de personnes consomment déjà des insectes dans le cadre de leurs régimes alimentaires traditionnels. Des sauterelles sautées à Bangkok aux fourmis tisserandes grillées au Laos, les insectes ont longtemps été une source fiable de nutrition dans le sud global. Mais maintenant, avec la croissance démographique et le coût environnemental de l'élevage conventionnel, les insectes comestibles sont envisagés comme des sources de protéines grand public, et les fermes à échelle industrielle commencent à mener la charge. En Asie du Sud-Est, en particulier en Thaïlande, l'industrie de l'élevage d'insectes a atteint une échelle et une sophistication que peu d'étrangers connaissent. Il y a maintenant plus de 21 000 fermes d'insectes enregistrées rien qu'en Thaïlande, allant d'éleveurs de jardin à des usines commerciales à grande échelle, produisant des tonnes de protéines d'insectes par semaine. Et les plus grandes d'entre elles, comme le Cricket Lab à Chiang Mai ou Unto Food en Malaisie, ressemblent davantage à des usines pharmaceutiques qu'à des fermes. Décomposons à quoi ressemble une méga-farme d'insectes typique. Tout d'abord, les insectes. Ils sont logés dans des baies empilées, chacune ne mesurant pas plus qu'un tiroir peu profond. Ces plateaux sont placés dans des systèmes d'étagères imposants sous des contrôles climatiques stricts. La température, l'humidité et les cycles de lumière sont ensuite optimisés pour chaque espèce. Les insectes sont généralement nourris d'un régime de grains, d'épluchures tendres de légumes, de déchets de brasserie ou même d'algues, selon le profil de saveur désiré. Chaque plateau est soigneusement étiqueté avec l'âge, l'espèce et la date de récolte prévue, et une fois que les insectes atteignent leur maturité, généralement en 4 à 6 semaines, ils sont soit récoltés manuellement, soit par des systèmes d'aspiration automatisés qui les extraient doucement sans aucun dommage. Certains d'entre eux sont congelés rapidement, d'autres blanchis et séchés au four, et certains sont pulvérisés en farine protéinée, utilisée dans tout, des barres protéinées aux galettes de burger. Ce n'est pas votre usine de nourriture pour animaux de compagnie du quartier. Certaines de ces fermes comprennent des laboratoires d'optimisation génétique, des salles d'incubation d'œufs contrôlées
collés en humidité, des protocoles de biosécurité rivalisant avec ceux des hôpitaux, et des installations de transformation sur place qui transforment les insectes bruts en formes comestibles comme de la poudre, des collations, des capsules ou des protéines de qualité culinaire. Mais l'un des acteurs les plus ambitieux de la région est Bugsolutely, une start-up thaïlo-italienne qui a innové des pâtes de criquet, un fusilli fabriqué à partir d'un mélange de semoule traditionnelle et de criquet en poudre. Leur ferme, située juste à l'extérieur de Bangkok, produit des milliers de kilogrammes de farine de criquet chaque mois, approvisionnant non seulement les marchés locaux, mais aussi exportant vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Leur objectif ? Transformer les insectes en un aliment de base quotidien, pas un aliment de survie, mais un ingrédient gastronomique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le profil nutritionnel de ces petits animaux. Les criquets, par exemple, contiennent jusqu'à 70% de protéines en pois secs, tous les 9 acides aminés essentiels, plus de fer que les épinards, plus de calcium que le lait et plus de B12 que le bœuf. D'un point de vue des ressources, les insectes nécessitent 80% moins d'aliments que le bétail pour la même production de protéines, 90% moins de terre, pratiquement pas d'eau. Ils obtiennent la majeure partie de leur hydratation de l'alimentation. Mais tout cela n'est pas que du buzz et du battage médiatique. L'élevage d'insectes fait face à certains défis. Tout d'abord, il y a la question numéro 1. La plus grande ferme unique sur Terre, la méga-ferme de la ville de Mudanjiang en Chine. Dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, près de la frontière russe, se trouve l'une des expériences les plus surréalistes que le monde ait jamais vues. Ici, dans le vent glacial et les longs hivers, se trouve une exploitation laitière si immense qu'elle remet en question notre définition même du mot ferme. C'est la méga-ferme de la ville de Mudanjiang, et ce n'est pas seulement la plus grande ferme laitière unique sur Terre, c'est aussi l'une des installations de production alimentaire les plus ambitieuses sur le plan technologique et logiquement complexe de l'histoire humaine. Alors que la plupart des fermes évoquent des images de pâturage, de granges rouges et d'animaux paissant doucement, celle-ci ressemble plutôt à un complexe industriel de haute sécurité. Abritant plus de 100 000 vaches laitières, cette ferme produit plus de 800 millions de litres de lait par an, principalement pour l'exportation. Et elle le fait non pas par les rythmes doux de la nature, mais par un système de machines, de capteurs, de contrôle climatique et de bio-ingénierie parfaitement chorégraphiés. La ferme a été construite dans le cadre d'une réponse géopolitique. En 2014, suite à l'annexion de la Crimée, la Russie a fait face à de larges sanctions économiques de l'Union européenne, des États-Unis et d'autres nations occidentales. Parmi les nombreuses conséquences, il y avait un coût sévère à la capacité de la Russie d'importer des produits laitiers, en particulier de ses partenaires commerciaux traditionnels en Europe. Le Kremlin a réagi en interdisant de nombreuses importations agricoles et en se tournant vers l'Est à la recherche de nouveaux fournisseurs. Le résultat a été la méga-ferme de la ville de Mudanjiang. C'est une installation qui rend même les plus grandes laiteries occidentales presque pittoresques en comparaison. Alors que les plus grandes opérations laitières américaines abritent 21 à 30 000 vaches, celle-ci vise plus de 100 000 à l'échelle d'une petite ville, toute conçue pour un seul but, produire du lait. Mais ce qui les distingue, ce n'est pas seulement la taille, c'est le niveau d'intégration technologique. Chaque vache est suivie en temps réel. Ses pas, ses habitudes de sommeil, sa température corporelle, son rythme cardiaque et même ses cycles de mastication sont enregistrés et analysés. Ensuite, il y a les déchets. Plus de 100 000 vaches produisent une quantité incroyable de fumier, environ 1,5 million de kilogrammes par jour. Plutôt que d'être déversé ou épandu sur des champs, il est canalisé dans des biodigesteurs de grande envergure, qui convertissent le méthane en électricité. Le système de capture du méthane aide non seulement à alimenter l'installation, mais réduit également considérablement les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est une préoccupation croissante pour le secteur agricole chinois.